Donc comme je le disais, l'objectif de la séance d'aujourd'hui, on va se focaliser sur un concept qui est super intéressant et super important en programmation, c'est celui de récursivité. On verra en quoi cette structure un peu particulière de programmation, elle peut s'avérer très très intéressante, surtout en termes de complexité et de rapidité de traitement. Donc on l'utilisera beaucoup plus, on va vraiment exploiter cette rapidité lorsqu'on fera ensemble le dé numéro 6 sur l'application de la récursivité sur le tri. Et comme on a vu ensemble la dernière fois, on avait fait des tris qu'on avait qualifiés de lents. Lorsqu'on va se baser sur de la récursivité, ils vont être largement plus rapides. Donc on verra en quoi, et c'est en aucune mesure beaucoup plus rapide. Donc ce que je vous propose, on va essayer de faire ce petit rituel là. On commencera la session déjà par des questions si vous en avez sur la séance précédente et voilà s'il y a des incompréhensions, s'il y a des éléments qui vous sont restés. Et puis après on attaquera celle-ci et puis je vous parlerai à la fin de cette séance aussi de celles qui vont suivre et du planning qui nous attend. Voilà, donc je vous laisse quelques minutes sur le chat pour pouvoir poser vos questions si vous en avez, puis si vous en avez pas, on attaquera directement l'objet de cette séance d'aujourd'hui. Bonjour Benjamin, pas de questions? Est-ce que vous avez essayé de les faire justement ces deux algos de tri qui vous restaient à faire, à savoir le tri peigne et le tri crêpe? Est-ce que vous avez cherché à les programmer pour voir justement s'ils étaient plus rapides ou pas des deux algos que nous avions réalisés ensemble, à savoir le tri bulle et le tri par sélection? Alors question de Félise, alors elle n'est pas tellement hors sujet la question. Le temps de calcul pour la fonction du dernier exo dépend de l'ordi ou de la fonction? Des deux. Et souvent, on a comme réflexe on va dire souvent les réflexes d'ingénieur, c'est de se dire bah tiens, ma machine n'est pas assez rapide, faut que j'en achète une nouvelle et plus puissante. Et justement, c'est ce que je voulais montrer par le dé et par le cours, c'est que quelquefois, en rechangeant l'algo, même avec une machine moins puissante, on sera capable de faire des traitements beaucoup plus rapides. Donc le temps de calcul, réellement le temps de traitement, dépend à la fois de la complexité et bien entendu de la puissance de calcul de votre ordinateur. Donc ce que je vais aussi essayer de vous faire, donc là je vois la remarque de Benjamin. euh, donc ce qu'il faut, ce qui est important, hein, ce que je vous avais dit lors de la toute première séance, c'est que la programmation, il faut bien la voir comme étant une langue vivante. Et si vous restez trop longtemps sans vous exercer, sans vous entraîner, ou c'est comme apprendre un instrument de musique, c'est exactement pareil. Ça va être très compliqué de s'en remettre dedans et toute l'inertie positive que vous aviez, toute l'énergie que vous aviez, sera finalement réduite à zéro. Donc, ouais, travailler, peut-être pas forcément 6 heures dans la journée, hein, c'est pas ça, mais chercher à faire les différents exercices. Vous allez voir aujourd'hui que dans le support 2 d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'exos. On n'arrivera certainement pas à les finir, ils sont pas compliqués, mais c'est encore une fois dans un but de vous entraîner. Donc là, je fais l'effort de vous en mettre pas mal des exos. Je mettrai les corrections, mais je vais pas les mettre tout de suite parce que sinon je sais comment ça fonctionne. J'ai été étudiant avant vous et je sais que si je vous mets les corrigés, vous n'allez pas forcément faire autant l'effort que de réaliser les exercices par vous-même que si je vous donnais rien. Voilà. Donc ce que je vous propose, parce que là j'ai pas vu d'autres questions, j'ai vu surtout des remarques. Ce que je vous propose, alors n'hésitez pas encore une fois à utiliser le chat, c'est l'objectif. Moi je le vois très bien, donc et je fais l'effort de bien de souvent y faire référence. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ok.
Donc ce que je vous propose, c'est de basculer sur le support de D d'aujourd'hui qui est exclusivement focalisé sur ce qu'on appelle des fonctions récursives. Alors, pardon. L'objectif de la séance d'aujourd'hui, ça va être de comprendre ce que c'est que de la récursivité, connaître la structure. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un pattern de base, c'est-à-dire que vous avez un schéma qui se répète dans toutes les fonctions récursives. Donc si vous le connaissez, vous connaissez déjà la structuration de votre programme. Donc ça, c'est une bonne chose. On verra aussi un certain nombre de précautions à prendre lorsque vous allez utiliser la récursivité. C'est un peu comme les boucles, si on se débrouille pas très bien, on va se retrouver à faire de la récursion infinie. Et là, ça risque de mettre votre ordinateur sur les rotules beaucoup plus rapidement qu'une boucle infinie. On verra également après, bien entendu, en Python, comment on fait pour l'implémenter. Et comme je vous disais, je crois que j'ai 6 ou 7 exercices derrière qui sont là pour vous faire manipuler ces fonctions récursives et voir différents cas dans lesquels elles peuvent s'avérer utiles et intéressantes. Alors, par définition, c'est quoi une fonction récursive? Eh bien, c'est tout simplement une fonction ou une procédure qui, à l'intérieur d'elle-même, va s'appeler. Donc, c'est un petit peu, si vous voulez, si je fais un petit parallèle, c'est un petit peu Inception, quoi. Ça veut dire que je vais avoir la fonction qui va s'appeler elle-même, qui peut s'appeler elle-même, etc., etc., un certain nombre de fois. C'est ça qu'on va appeler une récurrence, une récursivité. Elle va toujours être composée de trois éléments, parce qu'il va bien falloir que si cette fonction s'appelle, elle s'appelle, elle s'appelle, elle s'appelle, il faut bien qu'à un moment donné cette récursion s'arrête, sinon vous êtes en train de faire une belle récursivité infinie et votre machine ne s'arrêtant jamais, elle va planter. Donc là, le but du jeu, ça va être de trouver un critère qui va permettre d'exprimer à la fonction d'arrêter de faire cette récursivité. Ou alors, à l'inverse, trouver le critère qui va permettre de dire quand je dois faire une récursivité. Donc c'est pour cela que ces fonctions récursives, elles seront toujours structurées de la même façon. Vous aurez toujours en tête au moins un test qui sera là. Alors, en plus des tests de vérification de type, de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais en tout cas il y aura un test qui sera là pour finalement se poser la question du stop ou encore. Est-ce que je continue de faire des appels récursifs ou à l'inverse, est-ce que j'arrête mes récursions? Donc ça, c'est la première chose à se poser comme question lorsque vous avez une fonction récursive à mettre en place, c'est ok, quel est le critère qui va me permettre de dire stop ou encore? Une fois que vous avez déterminé ce critère-là, là on se retrouve finalement avec un test à deux issues. Soit j'arrête, soit je continue. Donc dans le premier cas, celui où on va dire j'arrête, c'est ce qu'on appelle le cas d'arrêt et on va expliquer qu'est-ce qui se passe lorsque je décide d'arrêter ma récursion. On va pas juste dire j'arrête, on va faire quand même un traitement qui est mon cas de base, mon cas élémentaire. Celui qu'on considère où si j'arrive à ce cas-là, j'ai pas besoin de redécouper mon problème ou de faire des appels récursifs à nouveau. Donc ça c'est le premier cas, ça s'appelle le cas d'arrêt, le cas de base. J'utiliserai souvent les deux, donc voilà, n'ayez pas, pas de doute, hein, c'est la même chose. C'est qu'est-ce qui se passe lorsque je veux arrêter la récursivité. Et bien entendu, à l'inverse, lorsque mon test dit encore, continue de faire ces appels récursifs, dans le encore, c'est ce qu'on appelle le cas récursif. Et donc dans le cas récursif, c'est là où je dois avoir le nouvel appel à la fonction à elle-même. Et donc ce cas récursif peut très bien contenir un appel récursif, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, ou beaucoup. Ok. Donc ce cas récursif, c'est celui-là qui va dire je veux continuer à faire ma récursion. Bien entendu, alors si je regarde les précautions que je vous ai écrites sur le support, il va falloir déjà, quand je parle des appels récursifs, il faut deux choses. Il y a deux points sur lesquels il va falloir s'assurer. Il faut s'assurer que lorsque je fais l'appel récursif, la taille du problème que je vais demander dans mes récursions à résoudre soit plus petit que celui que moi j'ai eu besoin de résoudre. Sinon, si je ne suis pas en train de simplifier et de décomposer mon problème complexe en sous-problèmes plus simples, je ne suis pas certain que je vais pouvoir atteindre le cas d'arrêt. Et ça, c'est le deuxième objectif, c'est être sûr que lorsque je fais mes appels récursifs avec un problème plus simple que celui que j'ai reçu, que je sois bien certain que je converge vers mon cas d'arrêt. Si je ne converge pas vers mon cas d'arrêt, je ne serai jamais capable de l'atteindre. Et si je suis jamais capable de l'atteindre, c'est parti pour de la récursion infinie. D'accord? Vous inquiétez pas, je vais illustrer tout ça après avec un exemple, mais c'est important pour moi de bien poser les bases, de bien expliquer les éléments constitutifs. Comme ça vous permettra de les reconnaître dans l'exemple que je vais vous donner, et surtout ça vous permettra comme ça d'avoir des points, des repères. Ça c'est super intéressant, c'est super important. C'est pour éviter l'effet page blanche lorsqu'on doit commencer à coder. Là vous savez déjà que vous avez trois trucs à mettre en place.
Alors, si je regarde, je disais donc les appels récursifs, il y a deux précautions à prendre. C'est petit 1, pardon, être certain que eh bien, cet appel que je vais faire par récursion soit plus simple à traiter que celui que j'ai reçu. Et petit 2, donc être sûr que je vais bien converger vers mon cas d'arrêt. La condition d'arrêt, bah, c'est celle qui va permettre de décider euh, comment dire, qu'est-ce que je veux réaliser lorsque je veux m'arrêter. Et encore une fois, on va pas juste dire je m'arrête. On a un traitement à faire derrière. Et effectivement, donc dernier point, je viens de me relire. Lorsqu'on est en train de mettre en place une fonction récursive, donc une fonction c'est quelque chose qui retourne une réponse, un entier, un réel, enfin une solution, il faut s'assurer que dans les deux cas, c'est-à-dire aussi bien dans le cas d'arrêt que dans le cas récursif, ma fonction retourne quelque chose. Donc lorsque je suis en train de coder une fonction récursive, il faut que j'ai au moins deux returns, un dans la partie qui est là pour exprimer mon cas d'arrêt et l'autre dans la partie qui est en train d'expliquer mon cas récursif. Ok. Donc faites bien attention à tout ça. Ça, c'est des conseils que je vous donne lorsque vous allez réfléchir et concevoir votre fonction récursive. Toujours s'assurer, ok, est-ce que je suis sûr que je suis bien en train de simplifier le problème lors de mes appels? Est-ce que je suis sûr que cette simplification tend vers mon cas d'arrêt? Est-ce que je suis sûr d'avoir bien déterminé qu'est-ce qui va me permettre de choisir si je stoppe la récursion ou si je continue la récursion? Donc si je montre un petit peu en pseudocode, donc le pseudocode c'est un langage de programmation qui est, voilà, enfin, finalement qui n'existe pas, c'est pas du Python, c'est un truc qui se veut totalement universel. Bah voilà à quoi ça va ressembler. J'aurai, ben, si par exemple ma procédure récursive elle s'appelle récursive, j'ai en entrée des arguments d'entrée, d'accord, qui va être par exemple le problème que je dois traiter. Je vais avoir mon test qui va me permettre de déterminer si je dois continuer ou arrêter la récursion. Donc voilà, c'est ce que j'appelle test d'arrêt. Donc si j'ai le test d'arrêt est positif, alors bah, je vais faire tout mon cas de base, mon cas d'arrêt, c'est-à-dire toutes les instructions que je veux exécuter lorsque j'ai décidé d'arrêter ma récursivité. A l'inverse, si le test d'arrêt est négatif, donc je tombe dans le else par exemple en Python ou dans le sinon si je suis en pseudocode, eh bien je vais avoir tout un paquet d'instructions à réaliser, dont certaines d'entre elles sont des appels à la fonction elle-même. Puisque cette fonction elle s'appelle récursive, eh bien je dois trouver au moins une fois un appel à la fonction récursive. Qui plus est, on voit ici que l'appel, les arguments ont changé. Si je fais un appel avec exactement les mêmes arguments, bon, on voit que je vais boucler à l'infini. Alors que là, il faut que les arguments aient changé et il faut surtout que ce changement bah, se rapproche de mon cas d'arrêt et non pas qu'on s'en éloigne, puisque sinon, encore une fois, bah, si je m'éloigne de plus en plus de mon cas d'arrêt, bah, je suis parti pour de la belle récursion infinie. Ok, donc voilà la structure illustrée en pseudocode eh bien, d'une procédure récursive. Si j'avais affaire à une fonction récursive, eh bien, en plus, dans mon cas d'arrêt et dans mon cas de base, bah, je devrais avoir un retourner le résultat qui doit apparaître. Donc voilà pour la structure. Ok? Est-ce que ça va jusque-là? Alors c'est peut-être conceptuel hein, pour l'instant, c'est peut-être un peu conceptuel pour le moment, mais bah, vous inquiétez pas, hein, ça va devenir très concret par la suite. Donc justement, bah, je vous propose eh bien, de passer à la suite avec un exemple mathématique. Alors, je sais que vous n'êtes pas forcément super fan des maths, mais celui-là il est très très sympa puisqu'il montre très facilement eh bien, comment on peut avoir une approche récursive. Donc si je prends la fonction factorielle, tout le monde se rappelle de c'est quoi factoriel? Donc tout le monde sait c'est quoi factoriel? Par exemple factoriel 4, ça fait quoi? Donc factoriel 4 c'est 4 fois 4 moins 1 donc 3 fois 3 moins 1 c'est-à-dire 2 fois 1. Voilà. Donc effectivement ça fait 24. Ok? Donc ça c'est la fonction factorielle. Donc cette fonction factorielle, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le voir de deux façons. On peut l'avoir avec une structure itérative, c'est-à-dire des boucles, comme on est capable de le faire, et on va être capable. Ah, c'est des fois avec Pego, c'est pas des plus, c'est du produit. Et la deuxième partie, la seconde façon de voir les choses, c'est une façon récursive. Donc si je prends la faction itérative, bah, je peux voir que finalement c'est une boucle avec un compteur qui va
décroître, commençant à la valeur de n, et à chaque boucle que je vais faire sera n-1, n-2, n-3, n-4, jusqu'à la valeur 1. D'accord? Donc là, on pourrait très bien mettre en place une boucle avec un compteur négatif qui va donc décroître, et à chaque fois que je fais une itération, je multiplie par la valeur précédente. Donc voilà comment, dans un premier temps, je peux réaliser ma fonction factorielle. Ok? Deuxième façon de voir les choses, et ça c'est là tout l'intérêt de la partie justement récursivité, on peut remarquer que factoriel n, c'est quoi? C'est n fois n-1 factoriel. Et donc là, on voit justement apparaître une récursivité. Parce que pour pouvoir expliquer comment fonctionne l'opérateur factoriel, je fais appel à l'opérateur factoriel. Alors pas exactement le même, puisque le premier appel a été fait avec la valeur n, et le deuxième appel à la fonction factorielle que je vais faire, ça sera n-1. Et on voit bien que la taille de mon problème a été diminuée, et surtout que je vais me rapprocher de mon cas d'arrêt qui est, par exemple, que factoriel 1, ça vaut 1. Ok? Donc voilà deux façons de voir les choses, deux façons d'appréhender le même opérateur avec deux structures algorithmiques différentes. La première, une structure boucle, comme on a l'habitude de le faire. J'aurais très bien pu vous demander de me faire ça les séances précédentes. Et une structure plus factorielle qui va chercher à exprimer comment fonctionne un truc avec lui-même. Donc là, on est capable d'expliquer comment fonctionne factoriel n grâce à n-1 factoriel, qu'on va être capable d'expliquer à partir de n-2 factoriel, etc., jusqu'à arriver à mon 1 factoriel qui est mon cas d'arrêt, mon cas de base. D'accord? Donc voilà les deux façons de structurer un même besoin. Donc ce que je vous propose, c'est justement de prendre le support que je vous ai mis à votre disposition, qui est disponible sur Savoir, et que vous avez certainement déjà dû ouvrir. Et là, vous avez justement deux instructions. Donc si je bascule sur mon programme Python, voilà. Si vous regardez, vous avez deux choses à faire. Vous avez factoriel itérative, qui prend en paramètre en entrée un nombre entier, et une autre qui s'appelle factoriel récursif, qui prend également un nombre entier en entrée. Donc ce que je vous demande de me faire, c'est justement le pseudocode que je vous ai mis dans le cours, c'est de l'implémenter en Python afin de pouvoir expliquer comment fonctionne l'opérateur factoriel en utilisant une structure itérative, une boucle, et dans un second temps, comment faire pour pouvoir faire cet opérateur factoriel en utilisant une approche récursive. Ça veut dire que dans la fonction factorielle récursive, je dois voir apparaître factoriel récursif. Ok? Donc je vous laisse un petit peu de temps pour me faire les différentes solutions. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour faire ceci. Alors vous pouvez remarquer que dans le code que je vous ai mis, est-ce que ça va, c'est lisible au fait le code? Parce que je sais pas si j'ai gardé un niveau de zoom identique à la séance précédente. Je zoome un petit coup, ça fera pas de mal. Donc si vous regardez, ok c'est bon. Donc Maxouche me dit que c'est bon. Donc Julien, si ça marche pas très bien, chez vous, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez déjà essayer de faire les exercices que je vous ai donné le cœur du problème. Maintenant, ça va être que des exercices pour chercher à trouver cette structure. Quel est mon test? Quel est mon cas d'arrêt? Quel est mon cas récursif? Julien, ce que vous pouvez faire peut-être si ça marche pas très bien, accrochez-vous, essayez de suivre un petit peu sur l'exemple de factoriel et si vous l'avez compris, après vous pouvez continuer le reste de l'ED. Chez vous, vous avez le support et vous avez tout ce qu'il vous faut pour chercher à faire l'exercice. Vous n'aurez pas mon feedback, mais vous pouvez quand même vous entraîner à réaliser ceci. Donc cherchez peut-être juste à garder un petit peu la connexion, même si elle est faiblarde, ou alors rebootez votre box si vous êtes chez vous. Et, et, et si ça marche pas, vous essayez de les faire tranquillement. Ok, donc ce que je vous propose de faire, c'est parti. Vous me faites dans un premier temps factoriel en itératif en mettant en place une boucle. Et dans un second temps, lorsque cette version-là elle aura été totalement fonctionnelle, vous testez avec une fonction récursive. Donc allez au boulot, on ne se moque pas de la connexion de vos camarades et on réalise ce que je vous demande. Donc faites déjà dans un premier temps ce que vous savez faire, c'est-à-dire utiliser des boucles à pas négatifs
pour pouvoir faire le calcul de factoriel, tester que votre programme il marche bien, et s'il marche bien, par exemple, que vous avez fait factoriel 4 que vous obtenez 24, une fois que vous avez trouvé ce bon résultat, vous passez à la seconde partie avec la fonction récursive. Donc je vous laisse un petit peu travailler, je suis toujours, même si la scène je vais la changer, je suis toujours avec vous, hein, je suis toujours sur le chat, et puis je vous ferai avec vous un élément de correction pour la partie structure par boucle, et après pour la structure récursive. Et là je prendrai le temps de bien tout expliquer sur la partie récursive, vous inquiétez pas. Allez, je vous laisse 5 minutes pour pouvoir travailler, et je reviens vers vous tout de suite après. Ah, oui, effectivement, hop, je reviens. Remarque de votre camarade, effectivement, j'ai pas précisé. La fonction pass, à quoi ça sert? Faudra l'enlever la fonction pass. La fonction pass, c'est justement, c'est un petit peu un petit panneau en construction, si vous voulez. Vous dites à Spider, ce qu'il déteste, c'est avoir un bloc d'instructions qui s'ouvre, mais ne pas avoir d'instructions dedans. Lui, il est en panique, il comprend plus. Donc le but de pass, c'est tout simplement de dire, ok, là j'ai un bloc d'instructions, typiquement le corps de la fonction. Il n'y a pas de code, mais c'est fait exprès. Donc comme ça, pass, c'est juste une fonction pour dire, ok, laisse tomber, passe à autre chose. Ça, c'est juste un truc qui est en construction, donc ne t'y intéresse pas. C'est-à-dire que lorsque vous avez mis votre code dedans, vous virez pass puisque justement vous avez quelque chose à l'intérieur. C'est juste pour donner à Spider, voilà, qui soit pas perturbé et qui comprenne bien que tout se passe bien, tout va bien. C'est juste, voilà, vous êtes en train de taper du code, vous n'avez pas fini votre code. Merci Pego pour la question, j'avais oublié de le préciser. Donc ça vous laisse quand même 5 minutes pour pouvoir faire le travail que je vous ai demandé. Si on revient du coup sur la toute première fonction, donc celle qui est euh, par structure itérative. Donc on va devoir commencer par le nombre n, puis mettre en place un incrément négatif jusqu'à la valeur 1 inclus. Ok. Donc c'est ce que je vous propose de coder tout simplement dans la toute première fonction. Donc si je vais dans la première fonction, factoriel itérative, donc j'enlève le pass, hein, comme je le disais tout à l'heure à votre camarade. Le pass il est juste là pour dire, c'est un panneau de signalisation pour dire travaux en cours. Donc là ça y est, on est en train de faire les travaux. Donc là on va mettre en place une boucle for. For compteur, ok. Et ce compteur là, on va le faire, on va le balayer grâce à un range. Est-ce que vous pouvez me donner les bornes initiales, finales de ce range? Juste pour voir aussi, ce qu'on en avait parlé ensemble la dernière fois, donc juste pour voir si c'est bon, c'est bien intégré et que c'est bien compris. Donc je vous laisse me donner la borne initiale, finale de ce range. Alors Mio nous fait une proposition. Donc il dit de nombre à 1. Alors je suis d'accord sur la valeur initiale. Qu'est-ce qui se passe si je laisse 1 en valeur finale? Quelles vont être les différentes valeurs qui vont être balayées? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Donc déjà, première chose, mon range. Qu'est-ce qui va balayer comme valeur? Donc si je commence à nombre jusqu'à 1. Alors j'ai ces autres que c'est pas toujours Mio ou Félix qui donnent les réponses. Alors effectivement, donc le 1 il sera en dehors du range. Mais comme le dit très bien Mio, multiplié par 1, on s'en fiche un peu. Donc, c'est exactement ce genre de raisonnement que j'attends de vous. C'est déjà connaître le langage et puis voir quels sont le comportement que vous allez obtenir avec ce langage et quel est son intérêt par rapport à votre besoin. Ok? Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Mio. On va commencer à la valeur nombre puisque ce sera bien la toute première valeur qu'on va prendre en considération. Et tout simplement, après, on va aller jusqu'à... On peut laisser 1 ou on peut mettre 0. Dans les deux cas, ça sera pareil, sauf que vous allez faire une itération entre guillemets pour rien parce que vous allez multiplier par 1. Si vous voulez, on peut vite fait dans la console comparer les deux ranges pour voir ce que ça donne. Ce que je vais faire tout de suite, comme ça vous permettra d'illustrer des choses. Donc si je me mets ici, si je fais un range de 10,1 avec un pas de moins 1, puisque le but du jeu c'est de reculer, voilà les valeurs. Alors,
transformer ça en liste, histoire qu'on puisse voir tout ça. Donc là, on voit que j'ai bien la valeur 10 qui va aller jusqu'à 2, 1 étant exclu. Et si je fais ici 0, donc là, on va voir que cette fois-ci, la valeur 1 sera inclus. Donc si je veux faire factoriel 10, bah, c'est bien 10, c'est-à-dire bien la valeur nombre que je dois mettre au début. Et la valeur finale, bah, ça sera soit 1 ou 0. Et comme le dit votre camarade, bah, multiplié par 1, ça ne change pas grand-chose. Donc ça veut dire que si je perds la valeur 1, c'est pas très grave. Ok. Donc si je reprends ceci, ce code-là, donc la première valeur que je vais mettre, ça sera donc nombre. Si je veux factoriel 10, bah, mon premier nombre, ça sera 10 fois 9 fois 8. Et la deuxième valeur, bah, je peux laisser 1 ou 2, c'est pas grave. Donc je vais mettre 0. Et bien entendu ici, c'est un pas de moins 1. On se rappelle, hein, encore une fois, pour la valeur finale n'est jamais intégrée dans le range, ce sera toujours la valeur précédente de la valeur finale. Alors, ici, j'ai bien mis en place mon compteur. Mon compteur, là, le but du jeu, c'est de faire des produits. Donc, si je fais des produits, il va falloir que je mette en place une variable qui va me permettre de stocker ce résultat que je vais tout simplement multiplier au fur et à mesure des différentes itérations. Donc là, je vais l'appeler résultat. C'est un entier, d'accord? Je peux aussi vérifier des choses qu'on n'a pas encore fait ici. Je peux un petit peu travailler sur nombre. Je peux déjà transformer nombre, comme je vous l'avais déjà dit. On va faire toujours de la conversion de type afin de s'assurer que le type qu'on me donne, c'est bien le type dont j'ai besoin. Ok. Donc nombre égale entier de nombre. Donc, je suis sûr comme ça que nombre est bien un entier. Je peux aussi vérifier que ici, regarde de mon code, qu'est-ce qui peut se passer, quelle va être la contrainte que je dois avoir sur nombre pour que ça fonctionne. Je dois avoir un test sur nombre. Qu'est-ce que je dois avoir comme contrainte sur la valeur de nombre? Exactement, il faut qu'il soit positif, ok? C'est vu que sinon, bah, je serais pas capable de mettre en place une quelconque récursion. Ok? Si c'est une valeur, alors normalement la boucle ne devrait pas trop poser de soucis, hein, vous inquiétez pas. Et on peut mettre effectivement ici, on peut ne pas rentrer dans le compteur si bah, j'ai un nombre qui est, euh, comment dire, si mon nombre il est inférieur, enfin s'il est inférieur à 2, ça sert à rien de lancer la récursion, puisque le résultat c'est non. Ok? Bon, peu importe. Donc si nombre est supérieur à 0, bon, on va lancer notre programme. Donc ici je vais mettre en place mon indentation. Voilà, ma deuxième indentation. Voilà. Et à chaque boucle, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon résultat et je vais le multiplier. Donc résultat est égal à l'ancienne valeur de résultat, à laquelle je multiplie la valeur du compteur. Ok? Donc là, c'est-à-dire qu'à chaque itération, je vais multiplier bah, ma petite variable mémoire par la nouvelle valeur que mon compteur il est en train de générer par décrémentation successive. Et il ne me restera plus qu'à bah, la retourner, puisque le but du jeu c'est de faire une fonction. Et donc je vais la retourner. Alors à quel niveau je dois mettre mon résultat? Est-ce que je dois le mettre là? Réponse 1. Est-ce que je dois le mettre là? Réponse 2. Est-ce que je dois le mettre là? Réponse 3. Ah, j'ai fait une tête de... Et est-ce que je dois le mettre là? Réponse 4. Ah, j'ai fait un joli cœur. Donc la question est la suivante. Où est-ce que je dois mettre le return? Le return de résultat que je n'ai... Si, c'est bon, j'ai bien défini. Où est-ce que je dois le mettre, le return de résultat? Alors je vois du 1. Donc déjà, on regarde où est-ce que résultat existe, où est-ce qu'il a été défini. On voit que résultat, il a été défini dans quelle partie? Il a été défini dans le cœur, j'ai enlevé cette ligne qui sert à rien. Il a été défini dans le corps de mon if. D'accord? C'est-à-dire que si je rentre pas dans ce if, résultat n'aura pas été défini. Donc là, ça veut dire que bah, je ne peux l'utiliser que dans le corps où il a été défini. Donc ça veut dire que déjà, 1, bah, je prends un risque. Si je ne suis pas rentré dans le if et que donc je suis ici, d'accord, si ici je mets un return, bah, je peux très bien avoir comme risque que résultat n'a jamais été créé.
Donc c'est pas une bonne idée de le mettre en 1. Ok. Le mettre en 4, c'est encore moins une bonne idée puisque là je suis carrément en dehors de la fonction, donc là il est sûr que c'est pas une bonne idée non plus. Le mettre dans le 3, donc là aussi je donne tous les éléments de réponse. Si je le mets dans le 3, je vais être dans ma boucle for. Et ça on l'a vu la dernière fois que si je mets un return dans une boucle, ça va arrêter totalement l'exécution de la fonction même, donc de la boucle. Donc c'est pas une bonne idée de le mettre dans le 3. Donc il me reste pas grand chose d'un point de vue solution, il me reste ici le 2. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini mon for, c'est là que je vais pouvoir retourner mon résultat. Ok. Ce qui me permet aussi de faire, tiens, si mon test ici il n'a pas été vérifié, je peux très bien dire retourner un message d'erreur ou des choses comme ça. Ok. Là, je retourne un résultat que si le résultat a un sens au regard de factoriel. Ça marche? Factoriel de 0, c'est 1, ouais. Alors, un else, ou, si vous voulez gérer, donc là, si vous voulez faire un... Le problème du else, c'est que si je mets un else, tous les nombres négatifs seront dedans. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre plutôt un elif, si vous voulez. Un elif, nombre égal 0, et là je peux faire un return 1. Et là, si je suis pas dans le ici, dans tous les autres cas, là je peux faire un return problème. Là. Donc je réponds aussi en live aux questions qu'il y a dans le chat. Effectivement, factoriel 0 a une signification. On verra qu'on sera capable de le gérer tout à l'heure facilement avec la récursivité. Mais là, si je veux le faire avec une boucle, au regard de comment j'ai fait ici mon truc, ah, j'ai fait une bêtise. Quelle est la bêtise que j'ai faite ici? J'ai fait une grosse bêtise. Allez, je vous laisse deviner où est-ce qu'elle est ma grosse bêtise. C'est lié à résultat. Et ça m'apprendra de vouloir aller trop vite. Là, je vous laisse faire du débugage un petit peu. Là, j'ai fait une bêtise. Je peux vous dire que si j'exécute mon programme, on va exécuter le programme. Voilà, le résultat il sera toujours égal à 0. Pourquoi le résultat il est toujours égal à 0? Et là, monsieur Etienne, il a fait vraiment des bêtises. Ouais, il faut initialiser résultat ici. J'ai initialisé avec le type de base de int. Et si je fais ça, si on regarde vite fait là-dedans, si on fait un petit test, int, si je regarde résultat, il vaut 0. Car le type par défaut, la valeur par défaut d'un type entier, c'est 0. Donc là, monsieur Etienne, il a fait n'importe quoi. Donc si je veux vraiment être certain, il vaut mieux que je mette un 1 ici. Du coup, ce test-là, il n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que si on regarde vite fait ce que me donne, est-ce que range de 0,0, il me fait Est-ce que j'ai une erreur? On va vite fait faire le test pour voir ce que ça donne. Hop là. Ça me donne une liste vide. Donc ça veut dire que là, je vais jamais rentrer dans la boucle. Donc, ce elif ici sert à rien. Si je mets ici, eh bien que je dois être strictement supérieur ou égal à 0. Voilà. On teste tout ça? Bon là je suis allé un petit peu en bourrin, hein, désolé. Donc ici mon nombre, j'ai bien transformé mon nombre, je teste mon nombre, il faut bien qu'il soit positif, nul c'est possible. J'initialise à 1, je rentre dans ma boucle, si mon nombre est nul, la boucle, jamais je vais rentrer dedans parce que le range il sera vide. Et donc je retourne le résultat ça vaut 1, donc c'est bon. On teste tout ça, hop, on exécute et on va... Ok. Et on va tester ceci, donc factoriel itératif de 4, ça fait bien 24. Soyez pas trop gourmand dans vos tests, hein. Me faites pas un factoriel de 1000, hein. Sinon votre machine, vous pouvez attendre quelques heures avant qu'elle vous donne un résultat. Et il y a de fortes chances même que vous allez dépasser la capacité de stockage d'une variable entière si vous faites ceci. Est-ce que vous avez des questions sur la première fonction factorielle faite avec une boucle? On voit aussi que si je fais factoriel de moins 4, j'aurai un message d'erreur. Ok, et si je fais factoriel de 0, j'ai bien un qui me sera retourné. Donc tout se passe comme on le souhaite. Donc désolé pour le petit flottement, je m'étais trompé sur l'initialisation de la variable résultat.
Donc ça, c'est juste pour vous montrer, ok, si je voulais le faire avec une structure classique, une fonction, c'est-à-dire une structure type boucle, je suis tout à fait capable de le faire. Dans le pseudocode, ce que je vous ai mis, c'était même pas un for, c'était un while, donc même avec un while, on serait capable de le faire. Ça pourrait même être ce genre de question que je pourrais vous demander, tiens, est-ce que vous êtes capable de me transformer un for en while ou des choses comme ça, afin de vérifier que vous maîtrisez bien les structures boucles. Donc ça, c'est pour la structure par boucle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, hein. Je prends en compte le délai là-dedans. Ça me permet de commencer un petit peu de parler de factoriel et voir si vous avez des questions là-dessus. Donc ça, c'est la première solution qu'on va pouvoir mettre en place. Voilà, je connais une boucle, je mets en place un compteur qui se décrémente et c'est parti mon kiki. Pas de questions? Ah, il y a du délai aujourd'hui, hein. C'est bon pour tout le monde? J'attends un petit retour quand même, hein, parce que c'est important que tout le monde suive et que tout le monde, voilà. Ok, aucune difficulté pour certains, aucune question. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement de basculer sur la seconde structure, donc la structure récursive. Comme je vous l'ai dit, ce qui est bien avec la structure récursive, c'est qu'on pourrait déjà taper du code sans même savoir ce qu'on a besoin de faire. Puisque la structure récursive, elle vient toujours avec ces trois éléments structurants, un test, un cas de base, un cas d'arrêt. Là, on me dit que je veux retourner un résultat. Donc ça veut dire qu'il faut que je sois capable de retourner un résultat dans factoriel récursif, à la fois dans le cas d'arrêt et dans mon cas récursif. Donc là, je vois déjà qu'il va falloir des if, des return, et normalement, je devrais avoir apparaître dans ma fonction factorielle récursive, quelque part, factorielle récursive. Ok? Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de faire cette fonction factorielle récursive. Donc, si je vais justement mettre ce code de factoriel récursif. Donc, comme je le disais, première chose, j'ai un test à mettre en place. On se posera la question tout à l'heure de quel est ce test. Donc, j'ai un test. Après, je vais avoir quelque part deux cas. Voilà. Ici, j'aurai souvent on construit le test pour que si le test est positif, on atteigne le cas d'arrêt. Et si il est négatif, on fait le cas récursif. Donc ici, ce sera le cas d'arrêt, par exemple. Voilà, j'ai un cas d'arrêt avec quelque part un return. Et je dois avoir, dans la seconde partie de mon code, c'est sensiblement la même chose. Je dois avoir un cas récursif. Qui dit cas récursif, normalement, je dois retrouver là-dedans factoriel récursif. Ok? Avec, là, j'ai un argument nombre qui est attendu avec une nouvelle valeur. Donc là, ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis, là pour l'instant, je ne me suis pas du tout posé la question de qu'est-ce que je veux faire. J'ai juste remis comme ça les éléments clés et structurants de mon code qui viennent tout simplement de deux informations qu'on m'a données. J'ai besoin d'une fonction, donc des returns, récursive, donc la structure, si, cas d'arrêt, else, cas récursif, avec l'apparition au moins une fois de l'appel à la fonction que je suis en train de coder. Ok? Donc si je reviens sur le support de cours, on voit que le test c'est si n est inférieur ou égal à 1, alors je retourne 1. Sinon, on fera le cas récursif. Donc voilà, je connais déjà mon test. Ça va dépendre de la valeur de nombre. Donc si nombre est inférieur ou égal à 1, je veux faire mon cas d'arrêt. Et mon cas d'arrêt, on me dit il faut retourner la valeur 1. Je retourne la valeur 1. Voilà, j'ai codé mon test qui va me permettre de déterminer le stop ou encore, et j'ai défini le comportement attendu lorsque je décide de faire stop. Ok? Pour ce qui est maintenant de la partie l'appel récursif, donc si je reviens sur
je reviens sur ce qui est demandé. On dit bah tiens, il faut retourner la valeur du nombre fois l'appel à la fonction récursive en mettant pardon, un -1 au nombre qu'on m'a donné en entrée. Donc, si je reviens sur mon code, donc là j'ai codé ici mon test, mon cas d'arrêt, et mon cas récursif, ça va être de retourner quoi? De retourner la valeur du nombre qu'on m'a donné, multiplié par factoriel du nombre moins 1. Et on a presque fini. On a presque fini. C'est tout simplement de dire, bah tiens, nombre, c'est un nombre entier. Ça, encore une fois, c'est un conseil que je vous donne de à chaque fois forcer le type de ce qu'on vous donne en entrée. Alors vous pouvez faire, on peut pas tester avec si n égale 0, bah finalement je le teste ici avec inférieur ou égal. Vous pouvez très bien faire dire si nombre égale 0 ou nombre égale 1, ça marchera très bien. Ok? C'est bon Corentin? Si vous faites le test avec if i n égale 0, bah c'est juste que vous allez faire des itérations qui vont être inutiles comme on l'a vu tout à l'heure. Mais ça sera fonctionnel, ça marchera. Ok? On teste ça? Ah, on remarque que ce qui est intéressant avec les fonctions récursives, souvent, c'est qu'elles vont être compliquées à concevoir, c'est-à-dire dans votre tête comprendre, ok, quel est mon cas d'arrêt, quel est le test, quel est mon cas récursif, mais une fois que vous avez dans votre tête que vous êtes structuré la fonction ou la procédure récursive, souvent en code, c'est gâteau, c'est tranquille, hein, c'est du bonheur. Ok, donc je reteste le fonctionnement de cette nouvelle fonction que je viens de mettre en œuvre. Et je vais faire un appel à, elle s'appelle factoriel récursive. Je mets la valeur 4, j'obtiens bien 24. Je mets la valeur moins 4, il me retourne 1. Je mets la valeur 0, il retourne 1. Donc c'est-à-dire que là, il faudra peut-être faire un petit test sur le côté positif du nombre. Et voilà. Alors comment ça s'est déroulé? Si vous voulez, on peut peut-être se faire un petit print ici pour bien montrer ce qui s'est passé. Donc là, je vais faire print entrée dans le cas de base ou cas d'arrêt si vous voulez. Ok. Et là, je vais me faire un autre print avec entrée dans l'appel récursif. Comme ça, vous allez voir comment ça va se passer. L'appel récursif. L'appel entrée dans un. Tac. On pourrait même mettre la valeur de n, comme ça. La valeur de nombre, comme ça on va voir tout ça. Je relance mon code et on va vite fait faire cet exemple sur l'appel à factoriel 4. Voilà, on voit qu'est-ce qui se passe. 4, il est bien supérieur à 1. Donc je tombe dans le else. Donc il va faire l'appel récursif avec la valeur de nombre qui vaut 4. D'accord? Il ne peut pas faire le return pour l'instant. C'est-à-dire que la fonction qui vient d'être appelée avec la valeur 4, elle est en stand-by. Elle attend qu'on lui donne. Donc elle va appeler factoriel récursif avec la valeur maintenant de 3. Et elle attend que elle ait fait son boulot pour pouvoir, elle, retourner son résultat. Donc on voit qu'on est en train d'avoir plusieurs fonctions factorielles récursives qui vont être en mémoire à attendre que celles qu'elles viennent d'appeler vont leur donner le résultat pour qu'à leur tour elles puissent donner leur résultat, etc. On va avoir une structure un peu arborescente comme ça. C'est-à-dire que je vais avoir une fonction qui va appeler une fonction, qui va appeler une fonction, qui va appeler une fonction. Et tant que celles-ci n'ont pas fait leur boulot, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas atteint le cas d'arrêt, toutes les autres sont en attente du résultat pour pouvoir faire leur propre calcul. Ça marche? J'attends un petit peu vos feedbacks.
Le cas négatif, bah, si je veux le gérer, bah, je mets un test à l'entrée pour vérifier que mon nombre il est bien. Si je peux très bien mettre en tête de, comme je le disais hein, tout à l'heure, mon test récursif qui va me permettre de déterminer si je fais un stop ou encore. Avant, je peux très bien faire un autre test qui est là pour vérifier que le domaine de la fonction récursive il est bien respecté. Si on me fait passer, par exemple, le nombre, on mention de caractère, des choses comme ça, je peux très bien dire, hop, ça m'intéresse pas, je lance même pas la fonction. Donc on peut très bien mettre en tête eh bien, de la fonction récursive qu'on est en train de concevoir, un test qui est là pour vérifier que le domaine d'application de la fonction récursive est bien respecté. Donc ça c'est pas voilà, c'est pas on peut très bien rajouter d'autres tests hein. Quand je vous dis qu'il y a un test, c'est qu'il y en a au moins un qui est là pour mettre en place le mécanisme de stop ou encore. Je peux en avoir avant qui sont là pour vérifier que les conditions d'utilisation sont bien respectées. Donc si je relance vite fait mon petit programme là, j'ai rajouté plein de textes. Et donc si je refais factoriel 4, bah, ça vous montre que on va bien avoir des appels. Et on voit que là, la toute première fonction factorielle que je viens d'appeler, donc si on regarde un petit peu la trace qu'on a laissée ici, ça c'est peut-être un élément un peu informatique plus que de programmation, mais c'est intéressant. On voit que j'ai appelé, donc lorsqu'on a appelé factoriel de 4, il vient d'appeler factoriel de 3, mais pour l'instant il ne peut rien faire, il attend. Parce qu'on voit qu'ils vont tous s'appeler les uns après les autres jusqu'à ce qu'on a atteint le cas d'arrêt. Une fois que j'ai le cas d'arrêt, je peux faire mes returns. Donc après, tout va redescendre et tout va redépiler. Donc on est en train de construire une pile de fonctions. Et au fur et à mesure qu'on est capable de faire les calculs, on dépile, on dépile, on dépile jusqu'à avoir le tout premier appel qui était celui envoyé par l'utilisateur. Donc là, si ça vous permet un petit peu aussi de comprendre comment d'un point de vue informatique, ces fonctions vont s'appeler, vont s'appeler, vont s'appeler et qu'elles sont en attente, eh bien voilà, ça c'est une façon de l'illustrer. Est-ce que ce cas-là, pour vous, il est c'est bon et vous l'avez pigé, que vous voyez un petit peu comment fonctionne cette fonction et cette approche récursive, ou est-ce que vous avez encore des questions, en tout cas sur la philosophie? Après, vous inquiétez pas, hein, comme je vous ai dit, il y a au moins 7 exercices, donc après vous pouvez y aller, hein, vous pouvez commencer à les envoyer et à commencer à faire ces exercices pour vous entraîner et vous confronter à, ok, dans ce cas-là, comment je vais pouvoir faire ma récursivité? J'ai pas de tableau. Si j'avais un tableau, effectivement, donc là je vois la remarque de VBL. Alors, VBL, je sais pas trop qui c'est. De VBL qui me dit ah super avec la dernière explication j'ai compris. Souvent si j'avais un tableau, je vous montrerai l'appel, je vous montrerai la fonction avec qui on a donné 4 qui appelle celle qui vaut 3, qui appelle celle qui vaut 2, etc. Et avec les retours après en couleur. Si vous avez besoin de ça, je pense que sur YouTube, je regarderai vite fait si je trouve une petite vidéo. Et puis s'il y en a une qui est vraiment très claire, parce que souvent ils partent vite dans des trucs très compliqués. Mais si j'en trouve une qui est claire, je vous la mettrai. Ouais, Paint c'est comme un tableau, mais la souris c'est pas comme un stylo. Et vu que pour l'instant tous les investissements qu'on peut faire dans tout ça, le streaming, etc., c'est à notre charge, j'ai pas forcément envie de m'acheter une comment dire une tablette graphique et un truc comme ça pour avoir un feeling de stylo. Mais bon, ça c'est autre chose. Je referme la parenthèse. Pas d'autres questions là-dessus? Donc si c'est clair pour vous, je vous propose de faire l'exercice suivant. Donc exercice suivant, quel est-il? Alors c'est pas factoriel, non, 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 non. C'est la suite de Fibonacci. Donc ça, la suite de Fibonacci, c'est une suite mathématique vachement connue, qui tout simplement, c'est une suite mathématique. Donc c'est-à-dire que le terme k dépend du terme k-1, etc., etc., etc. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que la suite de Fibonacci, elle dépend non pas du terme précédent, mais des deux termes précédents. C'est-à-dire que pour construire un terme, j'ai besoin de connaître les deux précédents, etc., 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 etc. Donc là, ce que je vous ai mis, non mais laissez à Julien ses affaires, je vais pas lui piquer ses affaires. Donc si on regarde rapidement, donc je vous explique le but de la suite de Fibonacci, on voit que mathématiquement elle est définie de cette façon. Si je veux avoir le nème terme de la suite, c'est égal à la somme du n-1ème, donc du précédent, et de celui qui était avant. Bien sûr, pour toute n supérieure à 1. Si la valeur de n est inférieure à 1, donc c'est-à-dire c'est la valeur 0 ou c'est la valeur 1, c'est les deux valeurs initiales de la suite de Fibonacci.
C'est-à-dire bah, F0, c'est-à-dire le premier terme de la suite de Fibonacci, c'est 1, et F1, c'est 1 également. Donc c'est-à-dire que si je commence mathématiquement à calculer par exemple que vaut F2, bah, F2 c'est F1 plus F0, donc ça vaut 2. Si je veux chercher F3, bah, F3 c'est F2 plus F1, donc ça fait 2 plus 1, donc c'est 3. Etc, etc. Donc là, je vous ai mis les premiers termes de la suite, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Et ce que je vous propose maintenant, bah, c'est de me faire justement cette fonction par récursivité. Donc souvent la récursivité, bah, elle est plug and play hein, pour pouvoir porter la notion de suite mathématique. Parce que toutes les deux sont définies par récurrence. Et donc, bah, si vous voulez, enfin c'est pas si vous voulez, je vous demande de me faire bah, le calcul NB-Fibo qui va faire le calcul du nème terme de la suite de Fibonacci. Ok, donc je vous laisse faire cette fonction-là. Elle est déjà présente dans le fichier que je vous ai envoyé qui s'appelle calculer NB Fibo. Ok, donc je vous laisse faire calculer NB Fibo. Donc je vous laisse réfléchir à quel est le test à mettre en œuvre. Donc votre test qui va permettre de dire stop ou encore. Quel est votre cas de base, cas d'arrêt, et quel est votre cas récursif, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire si, bah, voilà, lorsque vous allez avoir besoin de décomposer votre problème en sous-problème. Donc je vous laisse encore une fois 5 minutes. Il n'est pas très compliqué celui-là, mais j'aimerais bien que vous en fassiez un sans le pseudocode. Et une fois que vous l'avez fait, bah, vous faites la suite, c'est-à-dire faire la génération de la liste des nombres de Fibonacci, où je mets K pour savoir, tiens, je veux les K premiers termes de la suite. Ok, donc je vous laisse avancer, je vous laisse 5 minutes, et je reviens vers vous dans 5 minutes pour voir eh bien, ce que vous avez réalisé. Pour ceux qui l'ont terminé, ne spoilez pas en balançant le paste bin. Hein, vous gardez ça pour vous et bah, vous faites les suivants tout simplement. Là je vous ai dit qu'il y en a plusieurs des exos. Je crois que je les ai fait quand même, je les ai classés, je les ai ordonnés par complexité. Donc bah allez-y, si vous avez terminé l'exercice 2, faites le 3, puis le 4, puis le 5, etc. Allez, à tout de suite, je vous laisse 5 minutes. Donc si on met en place un élément de correction. Donc on voit déjà que ce qui nous intéresse c'est la, ce qu'on aura en entrée, ça sera quel est le IM terme que je souhaite de la suite de Fibonacci. Donc I doit forcément être égal à 0 ou enfin, strictement positif. Donc là on pourrait, je crois que c'était une question tout à l'heure de Mio, je crois. Ou bah là, si je veux, avant de commencer à lancer toute la partie récursive, etc., je vais mettre déjà un premier test qui est là pour vérifier, bah tiens, si ce qu'on me donne, c'est pas un entier, ça n'a rien à voir avec, je peux pas expliquer, tiens, quel est le moins deuxième terme de la suite de Fibonacci, ça n'a pas de sens. Donc là, je peux très bien mettre en entrée, en tête, avant même de rentrer dans le corps de la récursivité, mettre une petite test qui est là pour vérifier que ce qu'on me demande a du sens, avant de commencer à mettre en place le test pour le stop ou encore, c'est-à-dire le test de l'appel récursif. Donc là, si je retourne sur Spider pour faire ce calcul nombre Fibo, j'enlève le pass. Donc là, on attend un résultat. Donc c'est bien une fonction qui est attendue de moi. Donc c'est parti, il va falloir donc que je mette des returns. Donc si je dois mettre des returns, bah, je vais reprendre un petit peu ce que j'avais fait tout à l'heure. Même structure. Donc if avec mon test. Donc là ici ce que je vais mettre c'est mon test récursif. Mon test d'arrêt si vous voulez. Mon test d'arrêt. Je vais avoir après ici mon cas d'arrêt avec un return, puisque je suis encore une fois en train de coder une fonction. Et je vais avoir un else avec mon appel récursif. Voilà. Donc c'est-à-dire que je dois avoir au moins une fois là-dedans calculer nombre Fibo qui doit apparaître. Et à la fin, avoir un return. Donc encore une fois, là je suis en train de vous mettre des éléments sans réellement déjà avoir pensé au problème et à la définition. Je suis juste en train de me dire, bah tiens, j'ai affaire à une fonction récursive, donc bing, je mets en place la structure de la récursivité avec un test 2K, et je mets en place dans la partie récursive bah, l'appel à la fonction elle-même. Je sais que c'est une fonction, donc je mets déjà en place les returns. Donc là aussi, il faut un petit peu de... bah, ça vous permet déjà de ne pas commencer avec une feuille blanche, ça vous donne déjà une structure, et ça c'est déjà une bonne chose de commencer avec bah, une structure déjà préfabriquée. Ensuite, la question qu'on doit se poser,
Alors ça va être tout simplement, je reviens sur Spider. Donc là je pars du principe que on m'a donné une bonne valeur de K. On va tout simplement le vérifier. Donc, K égale, on me donne un entier. Et je vérifie que ce qu'on me donne est bien positif. Donc si K est positif ou nul, ça m'intéresse. Sinon ça m'intéresse pas. Ok. Donc là, tout ce code là, je le veux si K est positif. Sinon, bah, je mettrai un message d'erreur. Voilà, print le nombre attendu doit être supérieur à 0, par exemple. C'est une position, on veut le im nombre. Donc ici on m'a mis K, j'ai bien transformé en entier et je vérifie qu'il est bien positif ou nul. Si c'est pas, pas le cas, bah ça m'intéresse pas, ça n'a pas de sens pour moi. Ensuite, si je regarde mon test d'arrêt ici, quelle est la question que je dois me poser pour dire stop ou encore? Donc là, j'attends sur le chat des feedbacks de votre côté. Quel est le test que vous avez écrit? Qu'est-ce qui vous permet de savoir si on doit continuer, c'est-à-dire si bah, je peux arrêter ma récursion, ou si au contraire, il va falloir que je fasse des appels récursifs à la fonction calculée nombre de Fibonacci. Alors, quel est le test? Donc là, Mio nous dit qu'il n'a pas réussi à le faire. Ah bon, on va l'aider. Alors, quel est le test? Surtout, quelle est la condition? Alors, si vous n'arrivez pas à l'exprimer en Python, ah bah, exprimez-le dans le chat en langage naturel. Qu'est-ce qui vous permet de dire, ok, je suis capable de donner un résultat sans faire des calculs et j'ai besoin de faire des calculs en rappelant, eh bien justement, Fibonacci. Alors, Félix, je suis d'accord avec le test, mais je suis pas d'accord avec la conclusion que tu écris. Tu dis, bah si c'est inférieur ou égal à 1, on fait rien. Non, on fait pas rien, on fait quelque chose. On fait quoi? Mais le test, je suis d'accord. Si j'ai une valeur, c'est-à-dire si la valeur k, elle vaut 0 ou si elle vaut 1, je dois faire quelque chose. Je fais pas rien. On retourne quel nombre, Félise? Je suis d'accord avec Alexandre. Ce qu'on doit retourner, c'est 1. Ok? On retourne pas la valeur k. Parce que si, par exemple, on sait que le premier chiffre de Fibonacci qui est en position 0, il vaut pas 0, il vaut 1. Donc dans les deux cas, c'est-à-dire si la position qu'on m'a donnée c'est 0 ou si c'est 1, on retourne 1 dans les deux cas, puisque c'est la valeur des deux premiers termes de la suite de Fibonacci. Finalement, c'est ça qui va me permettre de faire mon initialisation de cette suite. Ok? Donc je suis d'accord avec Alexandre. Donc c'est parti, on va coder ceci. Donc je suis d'accord avec eh bien, le test proposé par Félise et je suis d'accord avec l'action, c'est-à-dire le cas réellement, le cas d'arrêt défini par Alexandre. Donc je vais dans mon code, hop là. Donc mon test c'est si k est inférieur ou égal à 1, alors je retourne 1. C'est exactement ce qui est écrit dans l'énoncé. Si on regarde la suite mathématique, donc si je reviens sur ma suite mathématique ici, on voit que si n est strictement supérieur à 1, je dois faire mon calcul un peu bizarre, mais c'est-à-dire que dans l'autre cas, c'est-à-dire s'il est inférieur ou égal à 1, bah, je dois retourner soit f0 soit f1, donc dans tous les cas c'est 1. Ok? Donc ça c'est mon cas d'arrêt. C'est celui où j'ai pas besoin de faire des calculs, je connais le résultat, bing, je le sors. Maintenant, ce qu'il faut que je gère, c'est toutes les autres valeurs de k, ça veut dire pour les valeurs de k qui sont bah, strictement supérieures à 0 et donc strictement supérieures à 1. Donc ça, c'est mon else. Si je suis là, je suis dans le cas où bah, k est strictement supérieur à 1. Et on voit dans la définition mathématique que l'on a dans l'énoncé que bah, c'est là où je dois faire le calcul de n-1 et de n-2, c'est-à-dire le n-1e terme de la suite et le n-2e terme de la suite. Donc si je reviens sur mon code, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse combien d'appels récursifs?
Exactement, il va falloir que je fasse deux appels récursifs. Ok? Un pour chercher le n-1e terme et l'autre pour calculer le n-2e terme. Ok, donc quand je disais qu'il fallait au moins un appel récursif, bah, je peux très bien dans une fonction toto avoir 2, 3, 4, 5 appels de la fonction toto. C'est pas un problème. Ok? Et même dans certains cas, on le verra dans les fonctions tree, c'est même un avantage, c'est ce qu'on va chercher. Donc si je reviens dans mon code Python, donc ici, bah, j'ai pas un seul calcul Fibo à faire, j'en ai deux. Je dois retourner quoi? La somme de deux calculs Fibo, ok? Respectivement celui qui est en position K-1 et celle qui est en position K-2. Et je suis sûr que ça a du sens puisque K étant strictement supérieur à 1, bah je sais que la valeur la plus petite que je vais aller faire ici, c'est calculer le nombre de Fibo de 0. Et 0, on l'a bien géré le cas là. Ok? Ben ça y est, c'est bon, c'est terminé. On a fait notre suite de Fibonacci. On a fait la fonction qui va être capable de calculer n'importe quel terme de la suite de Fibonacci. Alors pareil, soyez pas très gourmand, n'allez pas chercher le 2 millionième terme, parce que sinon votre PC va être sur les rotules pour pouvoir faire tous les calculs. Donc vous testez, on va tester vite fait ceci. Hop là, je lance. Et je vais vérifier que si je fais calculer nombre de Fibonacci, par exemple je vais calculer le quatrième, bah c'est 5. Alors je peux vérifier sur l'énoncé. Si je regarde par exemple le deuxième, on avait vite fait le calcul, c'était 2. Le troisième, c'était 3. Le quatrième, je viens de le faire, c'était 5. Le cinquième, c'est 8, etc., etc., etc. C'est bon? Alors quand je dis c'est bon comme ça, c'est-à-dire que j'attends de votre côté un feedback, un feedback sur bah, ce que je viens de vous dire pour bah, si vous avez des questions. Et là, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est qu'il était tout à fait possible eh bien, de faire plusieurs appels récursifs dans, eh bien, on va dire dans la partie récursivité de ma fonction récursive. Non, Félise, si on met 0, il ne doit pas retourner 0, il doit retourner 1. Parce que si on regarde la définition, alors je reviens si je reviens à la définition ici, donc je suis là sur mon PowerPoint. Si on regarde ici, F0, en fait, ce qu'on est en train de coder, notre paramètre d'entrée, c'est la valeur, c'est la position. Donc le 0e terme de la suite de Fibonacci, c'est pas 0, c'est la valeur 1. Si on met 0, alors justement, on va tester. Si je mets 0, il va bien me retourner 1. Si je mets 1, il me met bien la valeur 1. C'est géré. Ok? Ces deux cas-là sont gérés. Justement, on va tomber dans nos cas, dans notre cas d'arrêt, et donc bah, tout se passe bien. C'est exactement ce que l'on veut. On tombe ici dans notre cas d'arrêt, parce que ici, bah, je suis dans le cas où bah, 0 c'est bien inférieur ou égal à 1 et c'est bien supérieur ou égal à 0. Donc je vais bien rentrer ici. Donc c'est bien la valeur 1 que j'ai retournée. Donc pas besoin de rajouter une condition. Tout ce qu'on a déjà mis en place est suffisant pour pouvoir porter eh bien, le cas vaut 0 justement. Ah ok, selon Wikipédia, le premier terme c'est 0. Bon, on a inventé une nouvelle suite de Fibonacci alors. Ah, j'irai faire un petit tour le temps de votre deuxième exercice. Ah, je me suis peut-être planté, ça c'est possible, j'irai vérifier, vous inquiétez pas. C'est peut-être possible. Alors si, bah, partons du principe, posons-nous la question. Si, eh bien, si effectivement le premier terme de la suite de Fibonacci, c'est-à-dire celui en position 0 c'est 0, et que le deuxième 1 c'est 1, bah alors là effectivement vous avez raison sur ce que vous disiez tout à l'heure, il ne faudra pas faire un return 1, il faudra faire tout simplement un return k. Si effectivement le premier terme de la suite de Fibo c'est 0. Donc si le premier terme de la suite de Fibonacci c'est 0, il faut remplacer ça par k. Et c'est bon, on gère, puisque k dans notre cas
peut valoir soit 0, soit 1. Et puisque leur valeur associée, bah, c'est 0 et 1, bah, il suffit de retourner K. Donc si effectivement le premier terme de la suite de Fibo c'est 0, bah voilà le code à mettre en place. C'est bon? Effectivement c'est 0. Vous avez raison. Donc voilà le code, juste avec la vraie suite de Fibonacci, donc il va falloir que je change mon support de cours. C'est pas très grave. Ok, on passe à la suite. Donc là c'est bon, c'est adapté, et maintenant on a la vraie suite de Fibonacci. Alors la question que je vous posais tout à l'heure, enfin que je vous ai donné aussi dans l'énoncé, c'est de me faire la fonction liste Fibonacci qui vous retourne une liste de taille désirée. Je vous laisse le faire tranquillement chez vous, je préfère qu'on se focalise plus sur la partie récursivité. Donc cette partie-là, c'est-à-dire la fonction générer liste Fibo, vous l'aurez, vous inquiétez pas dans la correction, mais je vous laisse le faire tranquillement chez vous. C'est pas compliqué du tout et ça va manipuler ce qu'on a déjà fait lors de l'ED numéro 2 et 3. Donc c'est bon. Je pense que là vous maîtrisez bien ces deux ED maintenant. On passe à l'exercice suivant, sauf si vous avez des questions. Si vous avez des questions, je répondrai. Donc on passe à l'exercice suivant. Donc exercice suivant où bah, je vous demande de m'inverser une chaîne de caractères en mettant en place une structure récursive. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de la sorte. D'accord? La structure que je vous propose, c'est vous prenez votre chaîne de caractères, vous intervertissez le premier terme et le dernier terme, et vous faites l'appel récursif sur le bout que vous n'avez pas interverti. Et donc, ça veut dire que les différents appels récursifs feront eh bien, les interversions des deux éléments extrêmes de la chaîne de caractères. Ok, donc vous prenez une chaîne, vous la décomposez en trois parties. Vous prenez les deux extrémités, vous laissez le corps. Le corps, vous faites l'appel récursif pour qu'il inverse le corps, et vous faites la permutation. Celle-là, elle est un petit peu plus intéressante. N'oubliez pas qu'une chaîne de caractères peut être vue comme une liste, donc toute la méthodologie de slicing qu'on a vue ensemble, elle est tout à fait valable. Tout comme aussi la partie extraction, d'accord? Alors je vais revenir un petit peu là-dessus, je pense que ça peut être intéressant. Si je reviens sur en Python, là je vous fais quelques petites démos. Ici, imaginons que j'ai une chaîne de caractères, donc je vais l'appeler ma chaîne, qui s'appelle coucou. Ok? Donc, comment je peux faire pour aller extraire le premier terme, le premier caractère de la chaîne de caractères? Comment je pourrais le faire? Donc là, je veux atteindre bah, le C majuscule. Comment je peux directement aller extraire le premier caractère d'une chaîne de caractères? Donc si on garde en tête que ça fonctionne comme une liste, c'est un itérable. Et en plus indexable. Alors comment je peux faire pour aller chercher le premier C majuscule ici de ma chaîne de caractères? En gardant en tête qu'il fonctionne comme une liste, et donc bah, je suis capable d'aller chercher un élément de position donné. Ouais, en track, c'est ça. Ma chaîne crochet 0. Si je dis que ma chaîne fonctionne comme une liste, bah, si je veux le premier terme d'une liste, bah, c'est celui de position 0. On se rappelle que les crochets, c'est ça qui va nous permettre d'exprimer soit un index ou une clé dans le cas d'un dictionnaire. Donc effectivement, c'est la bonne syntaxe. J'obtiens bien le C majuscule. Si à l'inverse, je veux obtenir le dernier caractère de ma chaîne. Donc là, on va voir aussi si vous vous rappelez eh bien, de ce qu'on a pu voir aussi sur l'indexation des listes et de leurs termes. Si je veux le dernier élément d'une liste, et donc ici le dernier élément de ma chaîne de caractères, ça sera ma chaîne crochet quoi? Ouais, -1. Alors, c'est possible de le faire avec len de ma chaîne -1. C'est vrai. En Trax, vous avez tout à fait raison. Alors, si vous connaissez le fait qu'on puisse compter en positif dans un sens et en négatif dans l'autre, ça vous fera gagner encore plus de temps. Ok. Et du coup, comment je fais pour extraire tout sauf le C et le point d'exclamation? Donc là, je vous laisse le faire. Donc j'aimerais bien, non pas, j'aimerais bien avoir tout ça là. Donc ou coup avec l'espace. C'est-à-dire ni avoir le C majuscule, pardon,
ni le point d'exclamation que j'ai déjà été capable d'extraire, mais avoir tout le reste. Alors n'hésitez pas, faites des tests, hein. Vous pouvez, vous avez une machine avec vous, faites les tests. Alors je vois deux propositions. Alors si je fais 1 moins 1, 1, 2 points moins 1, j'ai bien ou coup. On se rappelle que quand on met ce qu'on met, c'est la position du couteau, hein. Faites attention, et le couteau, il est toujours avant la valeur. Et si je faisais moins 2, bah, je mange l'espace. On voit ici qu'il me manque l'espace. C'est-à-dire que vous avez coupé un cran. Vous avez été un peu trop gourmand quand vous avez coupé. Ou pas assez, tout dépend du point de vue de la découpe. Ok, donc c'est bien un ma chaîne, moins 1, 2 points, moins 1. 1, pardon, 2 points, moins 1. Donc fort de ceci, ok, fort de ceci, bah, mettez-moi en place la fonction récursive qui va être capable de faire cette inversion de chaîne de caractères, mais en ayant une approche récursive. Ok, on pourrait le faire de façon totalement différente, mais là le but du jeu c'est d'avoir un exercice, donc cherchez à le faire de façon récursive. Et puis faites un test sur bien différentes chaînes de caractères pour vérifier que ça marche bien. Alors je reviens sur une petite question qui vient d'être posée sur le chat sur pourquoi on ne fait pas directement de la permutation comme on a pu le voir sur des éléments de liste. C'est une bonne idée. Malheureusement, les chaînes de caractères, on peut pas les inverser comme ça. On peut pas s'amuser. Donc là, j'ai fait un exemple sur ma console. On voit qu'on peut pas s'amuser à aller changer un caractère de position donnée dans une chaîne de caractères. Donc on peut pas s'amuser à faire ces permutations comme ça. C'est pas dû au tuple, c'est pas dû à de l'indexation, c'est dû à la chaîne de caractères. On voit que str ne supporte pas on va dire l'affectation de valeurs. C'est pas une liste, c'est une chaîne de caractères. Donc elle aura quand même ce caractère, elle aura quand même ce comportement d'être indexable, c'est-à-dire que je suis capable d'aller chercher un élément de position donnée. Donc ça c'est déjà super. Elle a aussi ce caractère itérable, c'est-à-dire que je peux m'amuser à faire des boucles sur l'ensemble de ces caractères. Ça aussi c'est sympa. Mais on va pas être capable on peut toujours travailler qu'en lecture, mais pas en modification sur une chaîne de caractères. Si je veux la changer, bah, il faut que je l'écrabouille par une autre nouvelle valeur. Mais je peux pas changer et modifier une chaîne de caractères. Donc c'est pas la faute du tuple. C'était une bonne idée, c'est juste que c'est un comportement de la chaîne de caractères qui est comme ça. Ok. Allez, on part de la solution proposée par votre camarade dans le chat. Donc je le prends et je vais directement mettre ça dans mon environnement à moi. Tac, inverser, chaîne de... Ok. Hop, comme d'habitude. Voilà, voilà, voilà. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ok. Vérifions juste une chose, avant de vérifier que ça fonctionne bien. Est-ce que je suis capable de faire ça sans un message d'erreur? Nickel. Ok. Donc la solution proposée me semble pas mal du tout. On va la regarder ensemble. Euh, donc première chose, effectivement, donc chaîne inversée est égale à SR de chaîne inversée. Super. Donc ça permet de vérifier que on a bien affaire à une chaîne de caractères. Aussi, ce qui est intéressant en ayant fait ça, même si c'était vide, ce qu'on m'a donné, au moins je suis certain que j'ai bien au moins un caractère vide. Donc ça, c'est super. Après, le test d'arrêt proposé par votre camarade, c'est si la chaîne de caractères fait moins de 2 caractères, si j'ai qu'un seul caractère, la permutation, c'est facile, c'est juste on renvoie le caractère. Donc si par exemple ma chaîne de caractères elle est vide ou qu'elle contient qu'un seul caractère, j'ai pas besoin de faire d'inversion parce que le caractère il est déjà à sa place. Donc c'est pour ça qu'il retourne directement la chaîne de caractères. Si j'ai que un i, inverser un i, c'est i. Ensuite, si on s'intéresse à son cas récursif cette fois-ci. Son cas récursif, quel est-il? Il dit tout simplement que si ma longueur de chaîne elle vaut au moins 2, je peux permuter les deux termes. Et pour dire permuter les deux termes, ça va revenir à reconstruire une chaîne de caractères
dont le premier terme était le dernier de ma chaîne précédente, et dont le dernier sera le premier de ma chaîne précédente. Et au milieu, ce qu'on va faire, pour pouvoir faire l'inversion, je vais appeler à nouveau ma fonction d'inversion sur le bout de chaîne de caractères qui reste. Donc si on regarde le code ainsi proposé par votre camarade, je trouve à la fois fonctionnel et intéressant. Donc ici, hop, voilà, on voit bien complètement. Donc ça veut dire que là, la nouvelle chaîne de caractères, ça sera d'abord le dernier caractère de la précédente chaîne. Et à l'inverse, quand je regarde de l'autre côté au bout, le dernier caractère de la nouvelle chaîne de caractères qu'on retournera, c'était le premier de la précédente. Donc jusque-là, on a fait la permutation. On n'a pas fait la permutation dans la chaîne de caractères parce que j'ai pas le droit de le faire, mais je suis en train de recréer une nouvelle chaîne. Et on se rappelle que, comme on l'a vu, l'opérateur plus, lorsqu'on travaille sur des chaînes de caractères, c'est l'opérateur de concaténation qui va permettre de coller des bouts de chaînes de caractères ensemble. Donc en faisant comme ça, je suis en train de coller des petits bouts de chaînes de caractères. Et comme je vous l'ai dit ici, je vous ai imposé de faire un appel récursif. L'appel récursif sera sur le reste de la chaîne de caractères. Si ma chaîne de caractères elle fait 200 caractères, j'ai interverti que les deux aux extrémités, pardon, et tout le reste, donc les 198 termes qui restent, je vais demander à une autre fonction récursive de s'en occuper, qui à son tour va faire un appel, etc., jusqu'à ce que tout aura été décomposé, saucissonné et interverti. On teste pour vérifier que ça marche bien, sauf si vous avez des questions, bien entendu. Donc on va lancer ceci, tac, et donc là, inverser chaîne de caractères. Je vais faire mon coucou de tout à l'heure pour vérifier que ça marche bien. Et on voit bien que j'ai... Alors, qu'est-ce que j'ai comme message d'erreur? Ah. Ah 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 ah. Petite erreur dans la position des parenthèses. Ce qu'on inverse, c'est l'extraction, hein. Donc attention, si vous avez fait comme le copier-coller de votre camarade, ici la parenthèse n'était pas au bon endroit. Ce que je veux inverser, c'est ce que j'ai extrait. Je ne veux pas extraire ce que j'ai inversé. Donc je relance ici. Et là, normalement, ça devrait être bon. Ok. Et là, on voit bien que j'ai bien l'inverse de coucou. C'est pas grave, Félix. Tout le reste de la structure était bonne. Après, voilà, c'est juste une position de parenthèse. Comme quoi, ça compte quand même la position des parenthèses. Oui, tout à fait. On peut faire l'inversion comme on l'a vu en cours, hein. Inverser une chaîne de caractères, on peut utiliser l'inversion des listes comme on l'a vu. Mais là, le but du jeu, c'était effectivement de faire de la récursivité. Donc, ce que propose notre camarade, c'est de faire ceci. Ce qu'on a vu ensemble en cours. Si je fais ça, ça peut être très clair. Ça marche, hein. Je sais très bien que ça marche. Mais le but du jeu, encore une fois, c'est le cours sur la récursivité, pas sur les listes. C'est très bien joué, c'est très bien vu. Et vous exploitez vraiment ce qu'on a vu ensemble lors de l'ED numéro 3, donc super. Mais c'était pas la question. Et ça rejoint aussi ce que je vous disais encore il n'y a pas très très longtemps, c'est qu'en programmation, il y a plein de façons d'atteindre une fonctionnalité attendue. Ça veut dire que ça veut dire que si vous ne la connaissez pas, il y a toujours moyen de repartir sur une structure de base. Et là encore une fois, on est parti, même si vous ne connaissiez pas ce que propose Félix, non pardon, ce que propose tac 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 Zfazet, si vous ne le connaissez pas, si vous n'arrivez pas à la récursivité, il est encore possible de le faire avec une boucle. Il y a vraiment pas il y a pas de problème. Avec une simple boucle for, on peut aussi faire une inversion de chaîne. Il n'y a pas de problème. La récursivité, c'est pas votre truc. On verra ensemble sur le tri de liste que il faut que ça le devienne parce que dans certains cas, c'est la meilleure solution. Les algos de Trident, ils vont vraiment être complètement à la ramasse par rapport à un algorithme récursif. Mais bon, ça on en reparlera lors du prochain ED. Allez, je vous propose de continuer. Est-ce que vous avez des questions sur... Est-ce que là vous avez compris au moins quel va être le comportement de cette fonction?
Peut-être que vous n'avez pas été, peut-être que vous n'avez pas vu comment la concevoir, mais une fois qu'elle a été conçue, une fois que là vous voyez le code, est-ce que vous comprenez au moins comment ça va se goupiller et quel sera le comportement de cette fonction récursive? C'est déjà une première étape qui est importante, déjà comprendre quand vous en avez une, de comprendre comment elle fonctionne, et après, bah, avec un petit peu d'expérience, vous allez voir quand vous voyez le problème, vous allez voir comment vous allez pouvoir le saucissonner en sous-cas et ainsi définir bah, quelle sera la récursion finalement de la résolution de votre problème. Donc Mio, faut pas, voilà, il faut pas, ouais, ça va pas rentrer en 3 secondes, hein. Comportement compris mais du mal à le mettre en place, bah, c'est ça qui s'appelle l'expérience. Donc il faut faire des exos pour que ça rentre, hein. Malheureusement, c'est comme ça. On n'est pas dans Matrix où on connaît le kung-fu en 3 secondes d'upload dans notre cerveau, hein. Il va falloir s'entraîner. Il y a encore d'autres exos hein, pour pouvoir s'entraîner, vous inquiétez pas. Donc si on bascule sur les exercices suivants. Hop, je vais me faire un peu de place ici. Donc je vous laisserai faire la fonction épalindrome. Donc un palindrome, une phrase ou un mot qui se lit de la même façon dans un sens et dans l'autre. Donc ça, je vous laisserai le faire aussi tranquillement chez vous, puisque là, il n'est plus du tout question de récursivité. Et bon, ça, en une ligne, elle est faite, hein, la fonction est palindrome. Donc je vous laisserai regarder ceci. Voilà, genre radar en est un, très bien. Je vous en ai mis une autre hein, dans l'énoncé, qui est une phrase aussi connue comme étant un palindrome. Bon, il y en a plein, il y en a plein. Ce que je vous propose maintenant, bah, c'est de faire l'exercice numéro... Alors, est-ce qu'on fait le 4, 5, 6, 7... Allez, on va faire le 4. Donc l'exercice numéro 4, c'est un exercice très classique, encore une fois, et mathématique, sur un algo très classique de récursivité, qui est l'algorithme d'Euclide. Donc ce qui est bien en tout cas dans les exercices mathématiques, c'est que quasiment la récursion, elle est exprimée mathématiquement. Donc là, on voit très facilement si on regarde l'énoncé. Donc là, le but du jeu, c'est de trouver le plus grand commun diviseur entre deux nombres, c'est-à-dire le nombre le plus grand possible qui divise les deux nombres. Donc pareil, ceux qui regardent sur Wikipédia, vous pourrez nous mettre quelques exemples ou carrément le lien Wikipédia dans le chat afin de pouvoir alimenter ceci. Donc là, on vous donne la recette définie mathématiquement, et là, ce qu'il vous reste à faire, c'est bien entendu de la transposer en Python. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cherche le plus grand commun diviseur entre un nombre A et un nombre B, avec toujours A plus grand que B. Et donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que ce plus grand commun diviseur entre A et B, c'est aussi le plus grand commun diviseur entre B et R, où R, c'est le reste de la division euclidienne de A par B. Donc on se rappelle comment on fait le reste de la division euclidienne. Merci Maxouche pour le lien. Comme ça vous laissera aussi regarder un petit peu c'est quoi ce PGCD. J'espère que dans Wikipédia, il n'y a pas la solution Python, j'ai regardé tout à l'heure. Et on sait que bah, au fur et à mesure, on va réduire, et donc on risque d'arriver sur ce cas d'arrêt où bah, R, le reste de la division euclidienne de A par B, bah, il va être nul. Et on vous donne bah, le cas d'arrêt où bah, lorsque cette valeur de B est égale à 0, eh bien le plus grand commun diviseur entre A et 0, c'est A. Ok? Donc là, je vous laisse réfléchir. Regardez pourquoi pas le lien que nous a envoyé Maxouche. Il faut quand même que je fasse attention à la modération des liens. Ok. Donc là, vous l'avez en Python. Bon, c'est pas grave. Vous l'avez en presque du Python, c'est pas du Python. Ok, donc je vous laisse le faire. Encore une fois, je vous laisse quelques minutes pour faire ce PGCD, donc ce plus grand commun diviseur, en s'assurant toujours que A est bien plus grand que B. Et si c'est pas le cas, vous inversez les deux. Ça marche? Allez, je vous laisse encore une fois 5 minutes. Je pense qu'on s'arrêtera sur cet exercice-là. Vous en aurez d'autres à faire par la suite. Je vous laisse un petit peu de temps pour le coder et je reviens vers vous dans 5 minutes. Allez, à tout de suite. Alors, si on repart de la définition mathématique de ce PGCD, ce plus grand commun diviseur, on voit que bah, finalement mon cas d'arrêt, ça sera quand quoi? Vite fait dans le chat, est-ce que vous avez pu identifier
Mon cas d'arrêt, ça sera quand? Quand b est égal à 0. Donc voilà, vous avez votre test. Vous regardez la valeur de b. Si b est nul, vous êtes dans votre cas d'arrêt. Et votre cas d'arrêt, c'est retourner la valeur de a. Puisque le plus grand commun diviseur entre a et 0, donc si b vaut 0, c'est a. Et sinon, bah vous faites l'appel récursif avec la définition mathématique. Ouais, alors, je reviens à la remarque après de Félix. Si on a b qui est supérieur à a. C'est pas forcément un problème. Si on a b qui est supérieur à a, il suffit juste d'inverser les deux valeurs. Ça peut arriver que l'utilisateur soit trompé lors de l'appel. Donc après, on peut très bien se faire un petit test avant qui regarde la valeur de b, la valeur de a. Et s'il y a par exemple b qui est plus grand que a, on fait l'inversion des valeurs et puis on appelle comme si de rien n'était. Effectivement, c'est bien de le gérer, mais c'est pas forcément on va dire, c'est pas forcément un cas d'arrêt. C'est un cas de non-validité de la méthode. Donc pour moi, je distingue ce que je disais tout à l'heure, je distingue les deux types de tests. Le test en amont qui est là pour vérifier que tout ce qu'on vous donne est cohérent avec le domaine d'application de votre méthode, et le test réellement, le test récursif. Ok. Mais c'est bien, gardez quand même cette habitude-là de se poser des questions de ok, qu'est-ce qui pourrait faire que mon programme ne fonctionne pas, afin d'éviter de vous trouver dans ces situations. Donc c'est un bon réflexe, il faut le garder, hein. Gardez-le. Hein. C'est pas une erreur, je dis juste que c'est pas le test de récursivité. Ok, bon, on va faire ça tous, on va faire ça vite fait ensemble. Donc on m'avait dit tiens, if. Alors je vais les appeler A et B ici, je vais les renommer A et B pour que ça soit cohérent avec ce que vous avez dans l'énoncé. Donc si B est égal à 0, s'il est nul, je retourne A. Sinon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc si je regarde l'énoncé, on me dit si le PGCD de A et B, c'est le PGCD de B avec le reste de la division de A par B. On va définir R. R, c'est égal au reste de la division de A par B. Ça, on l'a déjà vu ensemble. La division euclidienne, le reste de la division euclidienne, c'est pourcentage. Donc R, voilà notre reste qui a été défini. Et finalement, ici, ce qui me reste à faire, ce que je vais devoir retourner, c'est le calcul, calculer PGCD. Et dans l'énoncé, on me dit, pour pas me tromper, c'est de B et de R. Donc B, virgule, R. Voilà. Donc si je me base exclusivement sur ce qui a été donné, voilà, la traduction en Python de l'algo de plus grand commun diviseur. Alors, pour revenir à la question de tout à l'heure, ce qu'on peut faire aussi, c'est de faire un petit test ici. Si B est supérieur à A, alors A, B égale B, A. Et comme ça, je suis sûr que A sera toujours le plus grand. Donc là, on a le droit de faire des permutations cette fois-ci. Tout à l'heure, on n'avait pas le droit parce qu'on était sur une chaîne de caractères. On teste ceci. Alors, est-ce que sur Wikipédia, il donne un exemple de plus grand commun diviseur? Alors, si je regarde vite fait, hop, je vais regarder sur la page que nous a envoyé Maxouche. Hop là. Ah, non, je suis sur Fibonacci là. Par exemple, le plus grand commun diviseur entre 56 et 42, c'est 14 par exemple. On va tester. Alors de 21,15. Ok, on va tester donc ce que propose Alexandre. Donc ici, hop. Alors nous, on l'a pas appelé PGCD, notre fonction, on l'a appelé calculer PGCD. Et on tombe bien sur 3. 3 x 7 et 3 x 5. C'est bien. On a tout bon. Comme j'avais vu aussi vite fait, il y en avait entre 56 et 42, c'est 14 par exemple. Donc on peut vite fait faire le test. 56 et 42. Voilà, c'est bien 14. Donc ça marche bien, notre algo il est tout à fait fonctionnel. Et normalement, on peut tester si on fait dans le mauvais sens. Si je fais 42,56, vérifier que
on a bien le même résultat puisque l'algo il aura fait le swap si la condition n'est pas respectée. Si la condition est pas respectée, c'est juste, c'est pas une erreur mathématique, hein, ça reste quand même bien le plus grand commun diviseur entre les deux nombres. C'est juste que l'algo a besoin de cette sécurité-là d'avoir eh bien que A est strictement supérieur à B. Donc on vérifie que l'utilisateur a, voilà, on se met dans la situation où l'algo est tout à fait fonctionnel. Ok, donc voilà, lorsqu'on pourra à nouveau sortir de chez nous, on pourra, lors des soirées mondaines, dire: Eh, tu savais que le plus grand commun diviseur entre 52 et entre 42 et 56 c'est 14? Et voilà, un bon moyen en soirée de sortir du lot. Est-ce que vous avez des questions? Alors, le chat est... Est-ce que je suis offline? Non, je suis online. Parce que là, le chat m'a l'air d'être particulièrement fatigué, slash mort. Aucune question? Ok, est-ce que là, sur cet exemple-là, c'était un peu plus clair pour vous? Non, c'est good, aucune. Non, c'est bon pour le moment, oui, ok. Ok, mais voilà. Faites pas ça dans Spider, hein, sinon ça efface ça efface la console, pourcentage clear. Ok, donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas sur la partie Python. Vous avez encore d'autres exercices, hein, si vous regardez l'énoncé. Là, on a fait ensemble l'algorithme d'Euclide, vous en avez encore trois autres. Le suivant, c'est la dichotomie, l'algo de dichotomie. C'est un algo très très souvent utilisé pour faire de la résolution, pour trouver quel est un zéro d'une fonction, ce qu'on appelle la racine d'une fonction. Donc là, c'est une méthode très courante, très couramment utilisée. Je pense que vous la connaissez toutes. Donc là, pareil, c'est de la récursion. Donc, et c'est en plus un algo récursif qui est très rapide pour trouver eh bien, la racine d'une fonction que l'on souhaite. L'exercice suivant, l'exercice 6, là encore une fois c'est un exemple très mathématique parce que ça s'y prête bien et que c'est assez clair et du coup vous pouvez aussi vérifier à la main. Le triangle de Pascal, alors le triangle de Pascal pour comprendre un peu comment il fonctionne, vous avez toujours la ligne en dessous qui est définie à partir de la ligne de dessus. Par exemple si je regarde la ligne où c'est écrit 1, 3, 3, 1, bah pour calculer le 1, 3, 3, 1, bah le 3 c'est la somme de 1 et de 2, l'autre 3 c'est la somme de 2 et de 1, et à chaque fois bah, j'ai les termes 1 et 1 parce que bah, c'est 0 plus 1 et 1 plus 0. Si je regarde la ligne suivante, ce sera pareil. 1, 4, 6, 4, le premier 1 c'est 0 plus 1, le deuxième c'est 1 plus 3, le 6 c'est 3 plus 3, le 4 c'est 3 plus 1, et le dernier 1 c'est 1 plus 0. Donc voilà pour le triangle de Pascal que vous pouvez aussi réaliser en fonction récursive. Parce que si vous voulez la KIM link, on voit que tout est construit sur les lignes précédentes et on a aussi la définition d'une pseudo-suite et donc d'une récursivité. Dernier exercice, celui-là il est un peu plus chaud mais il est intéressant. Il sera un peu plus, c'est le plus complexe, hein, c'est pas pour rien que c'est le dernier. Là le but du jeu c'est, on a un jeu de dames avec 10 lignes et 10 colonnes, et j'ai 7 dames que je veux positionner dans l'échiquier de telle façon qu'elles ne soient pas prenables, c'est-à-dire qu'il y en a une qui ne peut pas prendre les autres. Donc finalement se retrouver dans une situation où j'ai aucune, voilà, on ne peut pas les manger. Et pour cela, vous pouvez, et ce que je vous demande, c'est de mettre en place une fonction récursive qui va tout simplement chercher à générer de proche en proche, qui va essayer de mettre une dame, puis essayer d'en mettre une autre. Si la situation qu'il a générée elle est bonne, qui va essayer de mettre la troisième, etc., etc., jusqu'à ce que vous ayez réussi à mettre les 10 dames. Forcément, il va falloir mettre en place des tests qui sont là pour checker s'il y a une dame qui n'en mange pas les autres, tout simplement. Ok. Donc voilà pour les trois exercices qui vous restent à faire. Alors le jeu de dames, c'est le plus costaud. Faites déjà les deux premiers avant de faire l'exercice numéro 7. Et si vous arrivez au bout de l'exercice numéro 7, considérez que la partie sur les listes et sur la récursivité est bien comprise, et même sur les tests d'ailleurs est bien comprise. Et ce sera aussi pour vous un bon check pour vérifier où vous en êtes. Si vous arrivez à le réaliser sans trop de difficultés, c'est que voilà, il n'y a aucun souci, tout va bien. Donc ça c'est pour ce qui vous reste à faire sur cette ED là. Je vous mettrai les corrections de ceci au fur et à mesure. Une petite question, parce que là j'ai regardé rapidement mon emploi du temps et j'ai pas vu
de créneaux pour le reste de l'année scolaire. Vous êtes censé être en entreprise la semaine prochaine? Oui, ok. C'est-à-dire que oui, en entreprise pendant 3 semaines. 3 semaines, c'est long. Ok, ok, ok. Bon. Je vais quand même essayer de vous mettre quelques petits exos à faire, histoire que vous puissiez, ouais, que vous puissiez vous entraîner, hein. Parce que sinon, ça risque d'être difficile pour vous, hein. Donc déjà faites tout ce que vous avez, hein. Donc vous avez encore des exos sur les trees, vous avez encore des exos sur les listes, vous avez encore ces exos là donc sur la récursivité. Cherchez à les faire, cherchez vraiment à les faire. Euh, et donc ouais, cherchez à les faire parce que sinon vous allez perdre tout ce que vous avez déjà acquis, ça va disparaître et il faudra réactiver tout ça. Ensuite, ce que je souhaite faire, je pense que lors de la prochaine fois qu'on se verra, je ferai un petit QCM sur savoir. Et au début de la séance, vous aurez 10-15 minutes pour répondre à ce QCM. Ça, c'est la première chose. Ne serait-ce que pour faire voilà, un petit check de où vous en êtes et vérifier où sont vos lacunes s'il y en a. Et ensuite, ce que je ferai aussi, puisque là, on est quand même parti pour encore 4 semaines de confinement. Et donc, bah, ce que je pense faire, c'est que je vous mettrai un devoir à réaliser qui sera là bah, tout simplement pour, encore une fois, dans un temps limité, hein, je vous mettrai ça dans un temps limité, je pense, qui sera là pour un petit peu faire une émulation de ce qu'on aurait dû avoir, c'est-à-dire le TPNT qu'on aurait dû avoir ensemble, et qui devra tout simplement bah, vous permettre, enfin, me vous permettra déjà de vérifier que tout ça est bien acquis et qui me permettra aussi moi d'avoir des évaluations puisqu'on nous demande au niveau DG et direction de campus d'avoir des évaluations de nos étudiants. Donc je reviendrai vers vous. Alors, si vous me dites qu'on se voit pas avant 3 semaines, bah, je vous mettrai quand même, je pense, des petits QCM non notés juste pour vous faire un petit peu de contrôle de connaissances, voir où vous en êtes, etc. Je vous mettrai au fur et à mesure aussi les corrections d'exo. Je ne vais pas les mettre trop tôt parce que sinon je sais que vous serez plus tenté de regarder la solution que de vous casser un petit peu les dents, gentiment parlant, sur les difficultés. Il y a que, voilà, en se confrontant à ces difficultés-là que vous allez pouvoir monter en compétence. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous lâche et que je vous laisse vaquer à vos occupations? Donc j'attends encore un petit peu le délai sur le chat et pour voir si vous avez des questions. Oui, Julien, la rediffusion, elle est disponible que 30 jours. N'étant pas, euh, n'étant pas un Twitch, alors c'est plus, il y a deux niveaux, il y a le affilié et puis il y a le je sais plus quoi. Le premier niveau, on y est bientôt, c'est-à-dire que bientôt, je pense que je serai reconnu Twitch machin truc. Mais après, pour avoir plus que 30 jours, ouais, je crois qu'il faut une moyenne de 500 viewers à chaque stream. C'est pas forcément le cas. Donc moi je sais que ce que je suis en train de faire, c'est que les streams, je les télécharge. Non, je crois que vous pouvez aussi le faire. Ça fait 2 gigas, je crois, par stream. Donc si vous avez une bande passante limitée, désolé. Et si c'est bon, vous êtes sur, je sais pas si vous avez sur un forfait illimité, une chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vite fait la télécharger et puis comme ça la regarder comme bon vous semble. Mais effectivement, Julien, ouais, c'est limité à 30 jours. Et c'est pas un choix de ma part, c'est une limitation de Twitch. Pas de questions? Pas d'autres questions plutôt? Oui, oui. Je, je vais pas inviter tout l'ENSAM. Voilà, ne vous inquiétez pas. Pas d'autres questions?
Donc voilà, il y a du boulot. Et là, je vous ai laissé quand même pas mal d'exos. Je vous mettrai les corrections. Encore une fois, c'est pas une promesse en l'air, hein. Euh, vous les aurez. C'est encore une fois volontaire que je ne les mets pas tout de suite. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, bah, je vais relâcher le live et puis bah, je vous souhaite une bonne continuation, un bon retour en entreprise, que ce soit physique ou en télétravail. Et bon, gérer, pourquoi pas, si vous voulez, on pourra peut-être voir si au cours de ces 3 semaines, je fais pas un petit stream, pas nocturne, mais en soirée pour répondre à des questions si vous en avez, ou pourquoi pas pour se faire des corrections d'exercices. Ça, c'est un truc qu'on pourra se faire. Mais ça sera non obligatoire et ça sera, on verra si je peux le faire. Ça marche? Donc si vous n'avez pas de questions supplémentaires, bah, comme d'habitude, hein, moi je vais couper la vidéo, etc. Mais le stream, je le ferme dans une petite dizaine de minutes. Donc si vous avez des questions encore, bah, j'y répondrai sur le chat directement. D'ici là, bah, je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis bah, 3 bonnes semaines en entreprise. Bonne fin de journée, bonne révision sur la récursivité. Je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus facile à conceptualiser, mais une fois que vous avez compris comment ça tourne, après, ça va aller tout seul. Bye bye!